Ses lèvres avaient le goût de la liberté et du péché à la fois. Jean-Luc me tenait acculé contre le mur froid du hangar, ses mains fermes me retenant comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde, tandis que la tempête rugissait dehors et que je me perdais dans l'intensité de ses yeux bleus. « Thomas » murmura-t-il mon nom comme une prière, comme s'il était sacré, et je sus à cet instant que ma vie parfaitement ordonnée venait de s'effondrer pour toujours. Ses doigts tracèrent ma mâchoire avec une délicatesse qui me fit trembler, car personne, absolument personne, ne m'avait jamais touché ainsi, comme si cela comptait, comme si c'était réel. Bonjour, âme magnifique qui nous accompagne dans cette nouvelle histoire. Si CE n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos récits émouvants. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous nous regardez. Laissez-le moi dans les commentaires. Et lorsque vous aurez fini d'écouter cette histoire complète, merci de la noter de 0 à 10 et de nous dire ce que vous avez préféré. Votre avis est très précieux pour nous. Je m'appelle Thomas Mitchell, j'ai 29 ans, et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais savoir CE que signifiait le mot « amour ». Comme j'étais naïf. CE que j'appelais amour n'était qu'une survie déguisée en romance, une transaction élégante où j'offrais ma jeunesse et mon corps irlandais en échange d'une vie dont je n'avais jamais rêvé. J'ai grandi dans les rues grises de Dublin dans un orphelinat qui sentait en permanence l'humidité et le désespoir. Mes parents sont morts quand j'avais 5 ans dans un accident de voiture dont je me souviens à peine, me laissant seul dans un monde qui n'avait pas de place pour des enfants comme moi. Les autres garçons me harcelaient à cause de mes cheveux roux et de mes taches de rousseur, parce que j'étais trop maigre, trop silencieux, trop différent. J'ai vite appris que faire confiance à quelqu'un était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. À 18 ans, j'ai quitté l'orphelinat avec rien d'autre que les vêtements que je portais et une détermination farouche à ne plus jamais être pauvre. J'ai travaillé dans des bars, sur des chantiers, partout où l'on me payait assez pour manger et avoir un toit. J'étudiais la nuit, volant des livres dans les bibliothèques publiques, m'éduquant moi-même parce que personne d'autre ne le ferait. C'est lors d'une conférence sur les nouvelles technologies pharmaceutiques à Londres que j'ai rencontré Béatrice. J'étais là, servant des boissons, invisible dans mon uniforme noir, lorsqu'elle s'est approchée du bar où je travaillais. Impossible de ne pas la remarquer, élégante comme une reine, avec cet air de supériorité que seul l'argent générationnel confère, parlant un anglais parfait avec un accent français qui rendait même les mots les plus banals poétiques. « Excusez-moi » m'a-t-elle dit, et lorsque j'ai levé les yeux, ses yeux marrons m'ont étudié avec une intensité qui m'a mis mal à l'aise. « Pourriez-vous me préparer un gin tonic, mais avec du Hendrix, s'il vous plaît ?»« Bien sûr, madame » ai-je répondu, et quelque chose dans ma voix l'a fait sourire. Plus tard, elle me dirait que c'était mon accent irlandais qui l'avait d'abord attiré, qu'il semblait authentique dans un monde plein de faux-semblants. Béatrice Dubois avait alors 35 ans, 6 de plus que moi, et était l'héritière de Dubois Pharmaceuticals, une entreprise fondée par son grand-père et qui brassait des millions d'euros par an. Elle était belle, de cette beauté froide et calculée des femmes riches, cheveux blonds platine toujours parfaitement coiffés, peau immaculée qui n'avait jamais connu une journée de travail dur, robe, de créateurs qui coûtaient plus que CE que je gagnais en un an. Ce soir-là, après la fin de la conférence, elle est restée jusqu'à la fermeture du bar. Elle m'a invité à prendre un café, et moi, qui n'avais jamais refusé une opportunité de ma vie, j'ai accepté. Nous avons parlé jusqu'à l'aube dans un café de Covent Garden, et j'ai inventé une version romancée de mon passé, omettant soigneusement les détails les plus durs de mon enfance. « Tu es différent » m'a-t-elle dit alors que le soleil commençait à poindre entre les immeubles. « Il y a quelque chose en toi, une intensité, comme si tu avais vécu plus que tu n'aurais dû à ton âge. » Elle avait raison, bien sûr. J'avais vécu chacun de mes 28 ans en luttant, en survivant, en construisant une version de moi-même qui pouvait fonctionner dans le monde. Mais je ne lui ai pas dit cela. À la place, je lui ai souri avec CE sourire, que j'avais perfectionné pour désarmer les gens, et lui ai dit que j'aimais réfléchir profondément à la vie. Pendant les 6 mois suivants, Béatrice m'a courtisé avec l'efficacité de quelqu'un habitué à obtenir CE qu'il veut. Elle m'a emmené dîner dans des restaurants étoilés Michelin, assister à des pièces de théâtre dans le West End, passer des week-ends dans sa villa sur la Côte d'Azur. J'ai joué mon rôle à la perfection. Le jeune Irlandais prometteur qui avait besoin d'être poli, le diamant brut, qu'elle pouvait façonner. La première fois que nous avons fait l'amour, c'était dans sa suite au Ritz de Paris. C'était mécanique, technique, comme tout le reste dans sa vie. Béatrice traitait le sexe comme une transaction commerciale de plus, efficace, performant, mais totalement dénué de passion réelle. J'ai faim le plaisir, la satisfaction, l'amour, parce que c'était CE qui se rapprochait le plus de l'amour que j'avais jamais connu. 6 mois plus tard, elle m'a demandé en mariage lors d'un dîner dans son restaurant préféré à Genève.
Ce n'était pas romantique, c'était une présentation d'affaires. Elle m'a expliqué les avantages financiers, les opportunités de croissance, le style de vie que nous pourrions avoir ensemble. Elle a mentionné l'amour presque comme une note de bas de page, comme s'il s'agissait d'un avantage supplémentaire, mais pas le point principal. Tu pourrais étudier, m'a-t-elle dit, terminer ton éducation, travailler avec moi dans l'entreprise, devenir quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. Toute ma vie, je n'avais été personne, invisible, jetable. Voici ma chance de devenir quelqu'un qui compte, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui n'aurait plus jamais à se soucier de savoir d'où viendrait son prochain repas. J'ai dit oui. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard lors d'une cérémonie qui ressemblait davantage à une fusion d'entreprises qu'à une célébration d'amour. L'église était remplie d'associés commerciaux de Béatrice, de politiciens suisses, d'autres millionnaires venus plus pour réseauter que pour nous féliciter. Je n'avais pas de famille à inviter, donc mon côté de l'église était pratiquement vide. Juste quelques collègues de travail que je connaissais à peine. Cette nuit-là, lors de notre lune de miel aux Maldives, tandis que Béatrice dormait à mes côtés dans notre villa sur l'eau, je suis resté éveillé à regarder les étoiles, me demandant ce que j'avais fait. J'avais obtenu tous ces que je pensais vouloir, sécurité financière, statut social, une épouse magnifique. Alors pourquoi me sentais-je plus vide que jamais? Les premiers mois de mariage furent une adaptation constante. Béatrice m'a inscrit à des cours de bonne manière, a engagé un styliste personnel pour renouveler ma garde-robe, m'a présenté à SES cercles sociaux comme son découverte. J'ai appris à marcher différemment, à parler différemment, à être différent. J'ai appris que les fourchettes s'utilisent de l'extérieur vers l'intérieur, qu'on ne parle jamais d'argent à table, qu'un sourire poli ouvre plus de portes qu'une honnêteté brutale. Notre vie sexuelle est devenue encore plus routinière après le mariage. Béatrice avait des horaires pour tout, y compris l'intimité. Mardi et vendredi soir, à 10 heures précises, après qu'elle ait fini de vérifier SES email de la journée. C'était efficace, prévisible et totalement insatisfaisant. J'ai commencé à fantasmer pendant ces moments, imaginant que j'étais avec quelqu'un qui me désirait vraiment, quelqu'un qui me touchait comme s'il ne pouvait pas vivre sans le faire. C'est alors que j'ai rencontré le capitaine Jean-Luc Moreau. Béatrice avait décidé que nous avions besoin d'un pilote privé. C'est plus efficace, a-t-elle expliqué alors que nous examinions les candidats dans son bureau de marbre blanc. Et plus sûr. Nous ne pouvons pas dépendre des horaires commerciaux quand nous avons des réunions importantes. Jean-Luc est arrivé à notre entretien vêtu d'un costume bleu marine parfaitement taillé, sa posture militaire évidente dans chacun de SES mouvements. Il était plus petit que moi mais plus compact, avec des muscles devinables sous SES vêtements élégants. SES cheveux châtains étaient coupés avec une précision militaire, et SES yeux bleus m'ont étudié avec une intensité qui m'a fait me sentir exposé. Monsieur et Madame Dubois, a-t-il dit avec cette voix légèrement rauque qui rendrait même une liste de courses séduisante, ce serait un honneur d'être votre pilote. Pendant qu'il parlait avec Béatrice des horaires et des itinéraires, je me suis surpris à étudier ses mains. C'étaient en des mains de travailleurs, comme les miennes l'avaient été autrefois, mais affinées par des années à manipuler des commandes de précision. Il avait une petite cicatrice sur le front qui lui donnait un air dangereux, comme s'il avait des histoires à raconter. « Thomas !» La voix de Béatrice m'a tiré de mes pensées. « As-tu une question pour le capitaine Moreau ?»« Juste une, ai-je dit, et nos regards se sont croisés. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler spécifiquement pour nous ?» Il a souri, un sourire lent qui a fait remuer quelque chose dans mon estomac. « J'ai lu un article sur vous dans Luxury Lifestyle Magazine. Votre histoire m'a semblé fascinante. » Ce mot, fascinante. Il l'a dit en me regardant directement dans les yeux, et j'ai su avec une certitude absolue qu'il ne parlait pas de Béatrice. Jean-Luc a obtenu le poste, bien sûr. Il était clairement le meilleur candidat. 15 ans d'expérience, des licences pour voler partout dans le monde, des références impeccables de grandes familles européennes. Mais il y avait autre chose, quelque chose dans la manière dont il me regardait quand Béatrice ne faisait pas attention, qui me faisait me sentir vivant d'une manière que j'avais oubliée, être possible. Notre premier volume ensemble fut pour Rome, pour une conférence pharmaceutique. Béatrice a passé tout le volume au téléphone, parlant en français rapide de fusion et acquisition, totalement inconsciente de la tension électrique qui emplissait la cabine. Jean-Luc et moi avons à peine parlé, mais chaque fois que nos regards se croisaient dans le petit miroir du cockpit, j'avais l'impression qu'il pouvait lire mes pensées les plus secrètes. Pendant l'atterrissage, sa main a frôlé la mienne par accident lorsqu'il m'a passé ma ceinture de sécurité. Ce n'était qu'un contact d'une seconde, mais l'électricité qui a parcouru mon bras était si intense que j'ai presque gémi à voix haute. Il s'est excusé à voix basse, mais ses yeux disaient tout le contraire.
Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel à Rome, je me suis masturbé en pensant à lui pour la première fois. Je me suis senti coupable après, comme si j'avais trahi non seulement ma femme, mais aussi moi-même. Quel genre d'homme étais-je? Avais-je nié une partie fondamentale de mon identité toute ma vie? Les vols sont devenus plus fréquents après cela. Béatrice trouvait toujours des raisons de voyager. Un dîner important à Paris, une réunion à Londres, un week-end de shopping à Milan, et chaque volume était une torture exquise de regards volés et de conversations chargées de sous-entendus. « As-tu déjà pensé à voler juste pour le plaisir ?» m'a demandé Jean-Luc pendant un volume particulièrement turbulent vers Zurich. Béatrice dormait à l'arrière, sous l'effet d'un de SES calmant habituel. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé, bien que je savais exactement ce qu'il voulait dire. Voler sans destination précise, juste pour la sensation d'être dans les airs, libre de tous ces qui t'attachent au sol. Il m'a regardé d'une manière qui a accéléré ma respiration. Je pourrais t'emmener un jour, juste nous deux. Je te montrerai que c'est vraiment de voler. Je ne pense pas que soit approprié. Ai-je menti? Parce que chaque fibre de mon être criait que oui, c'était exactement dont j'avais besoin. Bien sûr, a-t-il dit doucement, mais ses yeux promettaient que l'offre tenait toujours. Si on m'avait demandé avant de rencontrer Jean-Luc si je croyais au coup de foudre, j'aurais dit que c'était une idiotie romantique pour les films et les romans à dessous. Mais maintenant, assis dans cette cabine à 10 000 mètres d'altitude, regardant ses mains expertes manipuler les commandes de l'avion, je savais que j'étais désespérément, irrémédiablement amoureux d'un homme que je connaissais à peine. Et cela me terrifiait plus que tous que j'avais affrontés dans ma vie, parce que pour la première fois de mes 29 ans, j'avais quelque chose de réel à perdre. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Votre soutien compte énormément pour nous. Les semaines qui ont suivi furent un tourbillon émotionnel qui me maintenait constamment au bord du précipice. Chaque fois que je voyais Jean-Luc, mon cœur s'emballait comme si j'étais un adolescent vivant son premier amour, mais la réalité de mon mariage me frappait immédiatement après comme un coup de poing dans l'estomac. Béatrice, totalement inconsciente de la tempête qui se déchaînait en moi, continuait sa vie méticuleusement organisée, programmant des vols comme s'il s'agissait de rendez-vous médicaux. « Nous devons aller à Monaco vendredi », annonça-t-elle pendant le petit déjeuner sans lever les yeux de sa tablette où elle consultait les marchés financiers. « La famille Grimaldi est intéressée à investir dans notre nouveau développement pharmaceutique. Jean-Luc a déjà tout préparé. Rien que la mention de son nom me fit presque m'étouffer avec mon café. « Est-ce nécessaire que je vienne ?» demandai-je, essayant de paraître désintéressé alors que mon corps réagissait déjà à l'idée de passer des heures à sa proximité. Béatrice a enfin levé les yeux, ses yeux marrons m'étudiant avec ce regard calculateur que j'avais appris à redouter. « Bien sûr que c'est nécessaire. Tu es mon mari, Thomas. Tu fais partie de cette entreprise. De plus, tu dois apprendre CES Transactions si tu veux un jour diriger une partie de la société. » Diriger une partie de la société, c'était quelque chose dont elle parlait constamment, comme si c'était mon destin inévitable d'assumer des responsabilités que je n'avais jamais demandées. Mais je savais que c'était juste une autre forme de contrôle, une autre chaîne dorée pour m'attacher à son monde. Le vendredi arriva avec un mélange d'anticipation et de terreur qui me nouait l'estomac. Je me suis habillé avec un soin particulier matin-là, choisissant une chemise bleue que je savais mettre en valeur mes yeux verts, bien que je me détestais de le faire. Depuis quand me préoccupais-je autant de mon apparence pour impressionner quelqu'un d'autre que ma femme? Jean-Luc nous attendait dans le hangar privé, impeccable comme toujours dans son uniforme de pilote. Lorsqu'il m'a vu arriver, ses yeux ont fait ce rapide, mais évident parcours sur mon corps qui me donnait l'impression d'être nu et désiré à la fois. « Bonjour, monsieur Dubois », m'a-t-il salué avec cette voix qui me faisait fondre intérieurement. « Vous êtes très élégant aujourd'hui. »« Merci », ai-je marmonné, me sentant idiot de voir à quel point simple mot comptait pour moi. Le volume vers Monaco a commencé normalement. Béatrice s'est installée dans son siège préféré avec ce document, complètement absorbée par la préparation de sa réunion. Je me suis assis plus près de la cabine cette fois, sous prétexte de vouloir admirer le paysage, mais en réalité je voulais juste être près de Jean-Luc. C'est au milieu du volume que j'ai commencé à m'inquiéter. En regardant par la fenêtre, j'ai vu des nuages noirs s'accumuler à l'horizon, se dirigeant vers nous à une vitesse alarmante. L'avion a commencé à bouger plus que d'habitude. De petites turbulences qui se sont progressivement intensifiées. « Tout va bien ?» ai-je demandé à Jean-Luc, qui surveillait ses instruments avec une concentration que je n'avais jamais vue auparavant. « Il y a une tempête imprévue », a-t-il répondu sans quitter les commandes des yeux. Elle n'était pas dans les prévisions météo, elle est plus grosse que prévu. Comme si l'univers avait entendu ce mot, l'avion fut secoué par une turbulence si violente que je me suis agrippé à mon siège. Béatrice a crié depuis l'arrière.
et j'ai entendu cesse-papier voler dans toute la cabine. « Je vais devoir effectuer un atterrissage d'urgence », a dit Jean-Luc, sa voix tendue mais contrôlée. « Il y a un aéroport privé dans les Alpes françaises, à environ 20 minutes. Nous pouvons attendre là-bas que la tempête passe. » Les 20 minutes suivantes furent les plus longues de ma vie. La pluie frappait les hublots avec fureur, les éclairs illuminèrent le ciel assombri, et l'avion tanguait comme un jouet entre les mains d'un enfant capricieux. Jean-Luc pilotait avec une dextérité qui m'a coupé le souffle, chacun de ces mouvements précis, et calculé même sous cette pression extrême. Finalement, j'ai senti les roues toucher le sol ferme. Le soulagement qui a parcouru mon corps était si intense que j'ai presque pleuré. « Bien joué », ai-je dit à Jean-Luc une fois que nous nous sommes complètement arrêtés, et il m'a adressé un sourire qui a fait s'emballer mon cœur à nouveau. « Merci, mais je crains que nous soyons coincés ici pour un moment. L'aéroport de Monaco est fermé jusqu'à nouvel ordre à cause de la tempête. » Béatrice, qui était restée inhabituellement silencieuse pendant l'atterrissage, a enfin parlé depuis l'arrière. « Combien de temps ?» Jean-Luc a consulté SES Instruments et la radio. Selon le contrôle météorologique, la tempête devrait passer dans la nuit. Nous pourrions redécoller demain matin tôt. « Parfait », a marmonné Béatrice avec sarcasme. « Je vais rater ma réunion. » L'aéroport privé où nous avions atterri était petit et pratiquement désert. Il n'y avait qu'un grand hangar, un petit bureau administratif et un bâtiment de service. Le personnel au sol nous a informé que l'hôtel le plus proche était à 1 heure de route, mais que, à cause de la tempête, les routes étaient fermées. « Vous pouvez rester dans le hangar », nous a proposé le superviseur, un homme âgé avec un fort accent français. Ce n'est pas luxueux, mais il y a un canapé, une petite cuisine et une salle de bain. C'est sûr et sec. Béatrice était furieuse, mais nous n'avions pas d'autre choix. Elle a passé l'heure suivante à passer des appels téléphoniques, reprogrammant des réunions et maudissant la météo en 3 langues différentes. Finalement, vers 8 heures du soir, elle a annoncé qu'elle avait réussi à réserver une chambre à l'hôtel et qu'un taxi viendrait la chercher malgré le temps. « Et nous ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse. « Jean-Luc doit rester avec l'avion », a-t-elle dit sans nous regarder. « C'est sa responsabilité, et quelqu'un doit l'accompagner pour des raisons de sécurité. Tu peux le faire. » « Béatrice, je ne pense pas que c'est eux soit. »« Thomas ?» m'a-t-elle interrompu avec cette voix froide qu'elle utilisait quand elle n'était pas disposée à discuter. « C'est une nuit. Vous pouvez le supporter. » 1 heure plus tard, son taxi a disparu dans l'obscurité de la tempête, nous laissant complètement seuls. Le hangar semblait immense une fois qu'elle fut partie. Jean-Luc avait trouvé des couvertures dans un bureau de service et avait improvisé une sorte de coin repos près d'un petit poêle qui fournissait un peu de chaleur. La tempête continuait de rugir dehors, mais ici, dans cet espace, entouré par le silence et une intimité forcée, l'air était chargé d'une tension bien différente. « Je suis désolé », ai-je dit finalement, brisant le silence qui s'était installé entre nous. « Je sais que CE n'est pas CE à quoi tu t'attendais en acceptant CE travail. » Jean-Luc a levé les yeux de l'endroit où il ajustait les couvertures. « Pourquoi t'excuses-tu ? Parce que tu es coincé ici avec moi toute la nuit. Ça doit être gênant. » Il s'est approché lentement et j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. « Thomas, puis-je te poser une question personnelle ?» Mon cœur s'est accéléré. « Bien sûr. Es-tu heureux ?» La question m'a frappé comme un coup de poing. Elle était si simple et si directe que je n'avais aucun moyen de l'esquiver. « Pourquoi me poses-tu cette question ?» Parce que sur tous les vols que nous avons faits ensemble, je ne t'ai jamais vu sourire, vraiment sourire. Et il y a quelque chose dans tes yeux, il s'est arrêté, comme s'il pesait jusqu'où il pouvait aller. Il y a une tristesse que je reconnais, que tu reconnais. J'ai été marié moi aussi autrefois, a-t-il admis, s'asseyant sur le canapé improvisé, à une femme merveilleuse qui m'aimait profondément. Mais je ne pouvais pas l'aimer comme elle le méritait, pas comme elle en avait besoin. Il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi. Ma bouche s'est asséchée complètement. Et pourquoi ? Et ses yeux ont croisé les miens et j'y ai vu une honnêteté brutale qui m'a complètement désarmé. Parce que j'étais amoureux des hommes, Thomas. Et il m'a fallu trop longtemps pour l'accepter. Le monde s'est arrêté. C'était là, enfin, dit à voix haute, la vérité qui flottait entre nous depuis des mois. Il m'avait offert l'ouverture parfaite pour tout confesser, pour admettre CE que je ressentais, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. « Tu n'as pas à dire quoi que CE soit », a-t-il murmuré. Mais il s'est rapproché un peu plus sur le canapé. « Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas seul. Quoi que tu ressentes, tu n'es pas seul. » La douceur dans sa voix a failli me faire pleurer. Toute ma vie, j'avais été seul avec mes sentiments, seul avec mes doutes, seul avec la sensation constante que quelque chose d'essentiel n'allait pas chez moi. Et maintenant, voici cet homme incroyable qui me disait qu'il me comprenait. « Jean-Luc » ai-je murmuré, et son nom sonnait différemment sur mes lèvres cette fois, plus intime, plus réel. « Dis-moi » a-t-il répondu,
et sa voix était si douce que j'ai dû me pencher vers lui pour l'entendre. Je ne sais pas, c'est eux qui m'arrivent. Sa main s'est déplacée lentement vers la mienne, sans la toucher mais assez près pour que je sente sa chaleur. Veux-tu me le raconter? Et puis pour la première fois de ma vie, j'ai parlé. Je lui ai raconté mon mariage sans amour, la sensation constante de jouer un rôle qui ne me convenait pas, les nuits où je restais éveillé à me demander si c'était tous ces eux que la vie avait à m'offrir. Je lui ai parlé des fantasmes qui me faisaient honte, des sentiments que je ne comprenais pas, de la manière dont il avait tout changé simplement en existant. Il a écouté sans juger, hochant la tête de temps en temps, et quand j'ai fini de parler, le silence qui a suivi n'était pas gênant mais plein de compréhension. « Puis-je te confesser quelque chose ?» m'a-t-il demandé finalement. J'ai hoché la tête. J'ai accepté CE Travail à cause de toi. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? J'ai vu ta photo dans CE Magazine, dans l'article sur ton mariage. Et il y avait quelque chose dans ton expression, même sur cette photo soi-disant heureuse, qui m'a touché au plus profond de l'âme. Tu semblais perdu, comme je l'avais été pendant si longtemps. Je n'arrivais pas à croire CE que j'entendais. Tu as planifié ça? Pas de la manière que tu penses, s'est-il empressé de clarifier. Je n'avais aucun plan au-delà de te rencontrer, de comprendre si CE que j'avais vu sur cette photo était réel. Mais chaque volume que nous avons fait ensemble, chaque conversation, chaque regard. Thomas, je suis amoureux de toi. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme une confession sacrée. Il était amoureux de moi. Cet homme incroyable, talentueux, magnifique, était amoureux de moi. Jean-Luc, ai-je commencé, mais il a levé la main. Tu n'as pas à répondre. J'avais juste besoin que tu le saches. J'avais besoin d'être honnête avec toi, surtout ici, ce soir, où nous avons enfin l'intimité pour être vrais l'un avec l'autre. Mais je voulais répondre. Pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce que je voulais dire. Moi aussi, ai-je murmuré, et ses yeux se sont illuminés comme si j'avais allumé une étoile. Je suis amoureux de toi aussi. Ce qui s'est passé ensuite fut aussi naturel que respirer, et aussi révolutionnaire qu'un tremblement de terre. Il s'est approché lentement, me laissant le temps de reculer si je le voulais, mais je ne voulais pas reculer. Je voulais me rapprocher, je voulais combler cette distance qui existait entre nous depuis des mois. Quand ses lèvres ont touché les miennes, ce fut comme si tout mon monde se réorganisait. C'était doux et sûr à la fois, tendre mais passionné, et j'ai su immédiatement que je n'avais jamais été vraiment embrassé avant cet instant. Ses mains se sont posées autour de mon visage comme si j'étais quelque chose de précieux, et je me suis complètement abandonné à lui. Quand nous nous sommes enfin séparés, nous respirions tous les deux difficilement. « Thomas » a-t-il murmuré, et mon nom sonnait comme une promesse sur ses lèvres. « Que va-t-on faire » ai-je demandé, parce que malgré la perfection de cet instant, la réalité était toujours là, nous attendant. « Je ne sais pas » a-t-il admis, mais ses doigts ont tracé ma joue avec une tendresse qui m'a fait trembler. Mais pour la première fois de ma vie, ça m'est égal de ne pas avoir de plan. Je sais juste que je ne veux pas te perdre. Nous avons passé le reste de la nuit à parler, à nous embrasser par moments, à explorer cette nouvelle réalité entre nous. Il m'a parlé de son ex-femme, des années qu'il a passées à nier sa véritable nature, de la libération qu'il a ressentie quand il s'est enfin accepté. Je lui ai raconté davantage sur mon enfance, sur la peur constante dans laquelle j'ai vécu, sur la manière dont l'argent de Béatrice m'avait semblé être la réponse à tous mes problèmes. Mais ce n'était pas le cas, ai-je dit alors que nous étions blottis ensemble dans les couvertures, son bras autour de mes épaules. L'argent a résolu mes problèmes financiers, mais il a créé 1 million de nouveaux problèmes. L'argent ne peut pas acheter CE dont tu as vraiment besoin, a-t-il murmuré contre mes cheveux. Il ne peut pas acheter un amour véritable, un but véritable, un bonheur véritable. Il avait raison, bien sûr. Pendant des mois, j'avais vécu dans une illusion dorée, croyant que le confort matériel pourrait combler le vide dans mon âme. Mais ici, dans les bras de Jean-Luc, j'ai enfin compris CE que c'était que de se sentir complet. Quand l'aube est arrivée, la tempête était passée, les rayons du soleil entraient par les fenêtres du hangar, illuminant nos visages, alors que nous nous réveillions enlacés dans les couvertures. Pendant un moment parfait, j'ai pu prétendre que c'était ainsi que toutes mes matinées pourraient être. Mais ensuite, mon téléphone a sonné. C'était Béatrice. « Le taxi viendra me chercher dans une demi-heure », a-t-elle annoncé sans même demander comment nous avions passé la nuit. « L'avion est-il prêt à décoller ?»« Oui », ai-je répondu, évitant le regard de Jean-Luc. « Tout est prêt. » Alors que nous nous préparions pour le volume de retour, la réalité s'est installée entre nous comme une ombre froide. Ce qui s'était passé la nuit précédente était réel. Mais maintenant, nous devions retourner à nos vies réelles, aux complications réelles, aux conséquences réelles de ce que nous avions admis l'un à l'autre. « Ah Thomas !» m'a dit Jean-Luc alors qu'il vérifiait les commandes avant le volume. « Quoi qu'il arrive après ça,
Je veux que tu saches que cette nuit a été la plus importante de ma vie. Pour moi aussi, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais goûté à CE qu'était l'amour véritable. Et maintenant que je le connaissais, je ne savais pas comment j'allais pouvoir vivre sans lui. Les jours qui ont suivi notre nuit dans le hangar furent une torture exquise de secrets partagés et de regards chargés de sens. Chaque fois que Jean-Luc et moi étions dans la même pièce, l'air s'épaississait d'une tension qui m'étonnait que Béatrice ne puisse pas ressentir. Mais ma femme, comme toujours, était complètement absorbée par son monde de chiffres, de fusions et de stratégies, corporatives. Cependant, j'avais commencé à remarquer des changements subtils dans son comportement envers moi. Pendant le petit déjeuner, elle m'étudiait avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant, comme si elle essayait de résoudre une énigme particulièrement complexe. « Tu as l'air différent », m'a-t-elle dit un matin en remuant son café au lait sans quitter mon visage de ceux yeux marrons. « Depuis le volume pour Monaco, il y a quelque chose de changé en toi. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé une expression neutre. Différent comment? Je ne saurais pas le dire exactement. Plus détendu peut-être, ou peut-être moins détendu, c'est curieux. » Elle a haussé les épaules et est retournée à sa tablette, mais je pouvais sentir que son radar avait détecté quelque chose, même si elle ne savait pas exactement quoi. Cet après-midi-là, en rangeant des papiers dans mon bureau, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Parmi les documents d'assurance de l'avion, il y avait un rapport détaillé de tous nos vols, y compris l'atterrissage d'urgence dans les Alpes. CE qui m'a troublé, CE n'était pas le rapport en lui-même, mais les annotations manuscrites de Béatrice dans les marges. 12 heures, 100, communication, Thomas comportement étrange au retour, et la plus inquiétante de toutes, enquêter sur le passé personnel de J.L. Moreau. Ce soir-là, quand Béatrice s'est retirée tôt avec l'un de ses calmants habituels, je me suis glissé dans le hangar où Jean-Luc vérifiait habituellement l'avion après chaque volume. Je l'ai trouvé en train de nettoyer méticuleusement les commandes de navigation, un rituel que j'avais observé plusieurs fois mais qui me semblait maintenant presque méditatif. « Nous avons un problème », ai-je dit sans préambule, lui montrant le document. Ses yeux bleus se sont assombris en lisant les annotations. « Merde », a-t-il murmuré en français, une expression que je l'avais rarement entendu utiliser. « Combien de temps penses-tu que nous avons avant qu'elle ne commence à poser des questions plus directes ?»« Quoique pas beaucoup », ai-je admis, sentant la panique commencer à m'envahir. « Jean-Luc, peut-être que nous devrions arrêter ça avant que ça ne devienne plus compliqué. » Il a posé le chiffon de nettoyage et s'est tourné vers moi avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Est-ce CE que tu veux? Arrêter ?»« Non », ai-je répondu immédiatement, et l'honnêteté de ma réponse m'a surpris moi-même. « Mon Dieu, non. Mais j'ai peur, Jean-Luc. J'ai peur de CE qui pourrait arriver si elle découvre la vérité. » Il s'est approché de moi lentement comme il le faisait toujours, me laissant l'opportunité de reculer. Mais je ne reculais jamais. « Thomas, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi, quelque chose que je ne t'ai pas dit cette nuit-là dans le hangar. » Mon estomac s'est noué. « Quoi? Mon investigation sur ta famille n'était pas fortuite. J'ai passé des mois à étudier Béatrice avant de postuler pour CE Travail. Je sais exactement quel genre de femme elle estimated. Que veux-tu dire? » Jean-Luc a soupiré profondément, comme s'il s'apprêtait à confesser quelque chose qu'il portait seul depuis longtemps. « Béatrice Dubois ne t'a pas épousé par amour, Thomas. Elle t'a épousé pour le contrôle. Il y a un schéma dans son passé que j'ai découvert pendant mon enquête. Elle a toujours eu besoin de posséder complètement les gens dans sa vie, en particulier les hommes vulnérables qu'elle peut façonner à son image. « Comment peux-tu savoir ça ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi savait déjà qu'il avait raison. « Parce que tu n'es pas le premier. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. « Quoi? Avant toi, il y avait un autre, un jeune peintre italien nommé Marco Santini. Elle l'a rencontré dans une galerie à Florence il y a 5 ans. Pauvre, talentueux, désespéré pour une opportunité. Elle l'a ramené en Suisse, l'a installé dans un appartement luxueux, lui a acheté des vêtements coûteux, l'a présenté en société comme sa découverte artistique. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Qu'est-il devenu? Ils se sont mariés après 8 mois. Ça a duré 2 ans avant qu'il ne puisse plus supporter la cage dorée et qu'il essaie de la quitter. Béatrice ne l'a pas laissé faire facilement. Elle a utilisé son pouvoir et son influence pour détruire sa réputation artistique, bloquer ce compte bancaire, le menacer de poursuites judiciaires qui l'auraient ruiné pour le reste de sa vie. Mon sang s'est glacé. Où est-il maintenant? Il est retourné en Italie, complètement brisé financièrement et émotionnellement. Il n'a plus jamais peint. Il travaille dans une petite épicerie dans un village près de Naples. Comment sais-tu tout ça? Jean-Luc m'a regardé avec une expression mêlant culpabilité et détermination. Parce que je l'ai contacté avant d'accepter CE Travail. Je voulais comprendre dans quoi je m'engageais, mais surtout,
Je voulais comprendre CE que tu vivais. Tu lui as parlé? Oui, il m'a tout raconté. La manipulation subtile, le contrôle progressif, la manière dont Béatrice transforme l'amour en possession et la générosité en chaîne. Thomas, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Dis à CE jeune Irlandais de courir, qu'il court avant qu'il ne soit trop tard pour s'échapper. Je me suis assis lourdement sur une chaise de travail, sentant comme si tout mon monde s'effondrait et se reconstruisait en même temps. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? Parce que j'avais besoin que tu tires tes propres conclusions sur ton mariage. Si je t'avais dit ça dès le début, tu aurais pensé que j'essayais de te manipuler pour t'éloigner d'elle. J'avais besoin que tu vois par toi-même qui elle est vraiment. Il avait raison, bien sûr. S'il m'avait dit cela quand je l'ai rencontré, j'aurais supposé qu'il avait des arrière-pensées. Mais maintenant, après des mois à observer le comportement contrôlant de Béatrice, après avoir senti qu'elle me traitait plus comme une possession que comme un mari, tout prenait sens. Il y a plus, a continué Jean-Luc, et sa voix est devenue encore plus sérieuse. Marco m'a averti d'autre chose. Béatrice ne laisse jamais SES Projets partir facilement. Si elle soupçonne que tu essaies d'échapper à son contrôle, elle utilisera tout son pouvoir pour te garder enchaîné à elle. Comment? L'argent, c'est évident. Ton visa, ton statut légal en Suisse, tout dépend de ton mariage avec elle. Mais il y a des choses plus subtiles. Elle pourrait fabriquer des preuves d'infidélité de ta part pour les utiliser dans un divorce. Elle pourrait te faire arrêter pour un crime financier qu'elle aurait elle-même orchestré. Elle pourrait ruiner ta réputation si complètement que tu ne pourrais plus jamais trouver de travail nulle part. Je me sentais comme si je me noyais. Donc, je suis piégé. Complètement piégé. Non, a-t-il dit fermement, s'approchant et prenant mes mains dans les siennes. C'est pourquoi je suis là, Thomas. C'est pourquoi j'ai accepté ce travail. Pourquoi j'ai attendu le bon moment. J'ai un plan. Un plan? J'ai tout documenté depuis que j'ai commencé à travailler ici. Chaque conversation suspecte que j'ai entendue, chaque transaction douteuse, chaque moment où Béatrice a montré sa vraie nature. J'ai des preuves de manipulation financière, d'abus émotionnels, de coercition. Si nous devons l'utiliser, nous le pouvons. Es-tu prêt à faire ça? À risquer ton travail, ta réputation, tout, pour moi? Et ses yeux se sont adoucis, et il a porté une de mes mains à ses lèvres pour embrasser doucement mes jointures. Thomas, je suis amoureux de toi. Vraiment, profondément amoureux de toi. Je ferai n'importe quoi pour te sortir de cette situation. Avant que je puisse répondre, nous avons entendu le bruit de pas approchant du hangar. Nous nous sommes immédiatement séparés, Jean-Luc retournant à ce étage de maintenance, et moi faisant semblant d'examiner quelque chose sur mon téléphone. Thomas, la voix de Béatrice a tranché l'air comme un couteau. Que fais-tu ici si tard? Je vérifiais juste les plans de volume pour demain. Ai-je menti, essayant de garder une voix normale? Je voulais m'assurer que nous avions assez de temps pour la réunion à Paris. Ses yeux ont navigué entre Jean-Luc et moi. Nous étudions avec ce regard calculateur que j'avais appris à craindre. Comme c'est attentionné de ta part. Jean-Luc, pourriez-vous nous laisser un moment seul, s'il vous plaît? Bien sûr, Madame Dubois, a-t-il répondu avec un professionnalisme parfait. Mais j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux lorsqu'il m'a regardé une dernière fois avant de quitter le hangar. Une fois seule, Béatrice s'est approchée de moi lentement, comme un prédateur traquant sa proie. Thomas, y a-t-il quelque chose que tu dois me dire? Comme quoi? Comme pourquoi tu te comportes si étrangement depuis notre volume pour Monaco? Comme pourquoi tu passes autant de temps à parler avec notre pilote? Comme pourquoi je te vois différent quand tu le regardes? Mon cœur s'est arrêté, mais j'ai maintenu une expression neutre. Je ne sais pas de quoi tu parles, Béatrice. Vraiment? Elle s'est approchée encore plus, si près que je pouvais sentir son parfum coûteux. Parce que j'ai observé Thomas, et c'est eux que je vois m'inquiète. Qu'est-ce que tu vois? Et ses yeux se sont plissés. Je vois un homme qui développe des sentiments inappropriés pour un autre homme. Je vois mon mari se comporter de manière à pouvoir gravement nuire à ma réputation et à ma position dans la société. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Béatrice, c'est ridicule. Vraiment? Sa voix est devenue dangereusement douce. Parce que j'ai fait des recherches sur notre cher capitaine Moreau. Savais-tu que son mariage précédent s'est terminé parce que sa femme l'a surpris avec un autre homme? Savais-tu qu'il a été très ouvert sur ce préférence? Dans certains cercles sociaux, je me sentais comme si on m'avait giflé. Tu as enquêté sur Jean-Luc? J'enquête sur tous ceux qui travaillent pour moi, Thomas. C'est une pratique commerciale standard. C'est eux qui n'est pas standard, c'est de découvrir que mon employé a un passé de séduction d'hommes mariés. Tu imagines des choses, ai-je dit, mais ma voix sonnait faible, même à mes propres oreilles. Vraiment? Elle s'est approchée encore plus, son souffle chaud contre mon oreille. Thomas, laisse-moi être très clair avec toi. Tu es mon mari. Ta vie, ton argent, ton statut, tout dépend de moi. Si jamais
tu me trahis de la manière dont je commence à le suspecter, je te ferai regretter d'être né. Sa menace était prononcée avec une voix si douce qu'elle semblait presque une caresse. C'est eux qui la rendaient infiniment plus terrifiante. « Est-ce que tu comprends » a-t-elle murmuré. « Je comprends. » ai-je réussi à répondre. « Bien. » Elle s'est éloignée et m'a offert un de ces sourires parfaits, comme si nous venions d'avoir une conversation tout à fait normale. Maintenant, rentrons à la maison. Demain sera une journée très chargée, et nous devons être au meilleur de notre forme. Alors que nous marchions vers la maison, mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Béatrice savait. Peut-être qu'elle n'avait pas encore de preuves concrètes, mais elle savait clairement que quelque chose se passait entre Jean-Luc et moi, et elle avait été très claire sur le fait qu'elle ne tolérerait aucune menace à son contrôle sur moi. Cette nuit-là, allongé dans notre lit conjugal pendant que Béatrice dormait paisiblement à mes côtés, je suis resté éveillé à me demander si Jean-Luc avait sous-estimé le pouvoir de ma femme. Ses menaces ne sonnaient pas comme des paroles en l'air, elles sonnaient comme des promesses. Et si elle était capable de détruire Marco Santini, un artiste avec une certaine réputation en Europe, que ne serait-elle pas capable de nous faire à Jean-Luc et à moi? Mais d'un autre côté, pour la première fois de ma vie, j'avais trouvé quelque chose de réel. Quelque chose pour quoi il valait la peine de se battre. L'amour que je ressentais pour Jean-Luc n'était pas seulement de l'attirance, de la gratitude, ou une rébellion contre mon mariage sans amour. C'était quelque chose de profond et d'authentique qui transformait tout dans mon monde. Le lendemain, pendant notre volume pour Paris, Béatrice a entretenu une conversation apparemment désinvolte avec Jean-Luc sur sa vie personnelle. Elle lui a posé des questions sur son ex-femme, sur les raisons de la fin de son mariage, sur SES projet futur. Il a répondu avec une diplomatie parfaite, mais je pouvais voir la tension dans SES épaules, la manière dont SES main serrait un peu plus, fort les commandes. « C'est fascinant », a commenté Béatrice après qu'il eut répondu à une question particulièrement personnelle sur son divorce. « Comment les hommes peuvent changer leurs préférences si radicalement plus tard dans la vie ?» Jean-Luc l'a regardé dans le rétroviseur. « Je ne pense pas que les préférences changent vraiment, Madame Dubois. Je pense que nous devenons simplement plus honnêtes sur qui nous sommes vraiment. L'honnêteté, elle a ri, mais il n'y avait aucun humour dans ces sons. Je suppose que cela dépend de si cette honnêteté blesse les autres dans le processus. » Le reste du volume s'est déroulé dans un silence tendu. Béatrice avait lancé ce avertissement, et tout le monde dans cette cabine comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Ce soir-là, dans notre hôtel parisien, Béatrice s'est retirée tôt, en prétextant la fatigue, mais pas avant de m'informer qu'elle avait réorganisé nos plans pour le lendemain. J'ai décidé que nous devions passer plus de temps ensemble, Thomas. Juste nous deux, sans distraction. La manière dont elle a dit « distraction » ne laissait aucun doute sur ce qu'elle voulait dire. Une fois qu'elle fut endormie, je me suis glissé au bar de l'hôtel où j'avais convenu de retrouver Jean-Luc. Je l'ai trouvé assis dans un coin sombre, avec un verre de whisky à peine touché et une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Elle sait », ai-je dit sans préambule en m'asseyant à ses côtés. « Je sais », et elle intensifie la pression. Il a pris une gorgée de son whisky et m'a regardé avec des yeux mêlant amour et inquiétude. « Thomas, je pense que nous devons accélérer notre plan. Nous ne pouvons plus attendre. Que suggères-tu? Que nous partions. Maintenant. Ce soir. » Mon cœur s'est emballé. « Ce soir. Es-tu fou? » Peut-être. Mais j'ai repensé à ce que tu m'as dit sur la manière dont elle t'a menacé hier. Elle ne va pas attendre beaucoup plus longtemps avant d'agir. Et quand elle le fera, il pourrait être trop tard pour s'échapper. Mais comment? Où irions-nous? Jean-Luc s'est penché vers moi, sa voix basse mais intense. J'ai des contacts en Amérique du Sud, des endroits où nous pourrions recommencer, où l'argent et l'influence de Béatrice ne pourraient pas nous atteindre. J'ai quelques économies, assez pour nous maintenir jusqu'à CE que nous puissions nous installer. Jean-Luc, c'est fuir. CE serait comme admettre notre culpabilité. Culpabilité de quoi? D'être amoureux? De vouloir être heureux? Ses yeux se sont intensifiés. Thomas, regarde-moi. Vraiment, regarde-moi. Est-ce une vie? Vivre dans la peur? Cacher ce que tu ressens? Appartenir à quelqu'un d'autre? Il avait raison, mais la terreur de l'inconnu me paralysait. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le temps, c'est ce que nous n'avons pas, a-t-il murmuré, mais il a hoché la tête. Mais je comprends. C'est une décision énorme. Il s'est levé pour partir, mais avant de le faire, il s'est penché et m'a embrassé doucement sur le front. Souviens-toi juste de ceci, mon amour. Certaines cages sont si belles qu'on oublie qu'on est toujours prisonnier. En le regardant s'éloigner, je savais que le moment était venu de prendre la décision la plus importante de ma vie. Je pouvais rester dans ma cage dorée, en sécurité mais vide, où je pouvais tout risquer pour la possibilité d'être vraiment libre et vraiment heureux. La question était, avais-je le courage de choisir l'amour plutôt que la sécurité?
Le lendemain matin à Paris s'est levé gris et pluvieux, comme si le ciel reflétait la tempête qui se déchaînait en moi. Béatrice avait organisé une journée entière d'activités romantiques pour nous deux. Petit déjeuner au Ritz, shopping sur les Champs-Élysées, déjeuner à la Tour Eiffel. C'était une parodie grotesque de CE que devrait être une journée romantique, exécutée avec la précision militaire de quelqu'un marquant son territoire. « Tu as l'air pâle ce matin ?» a-t-elle commenté en coupant délicatement son croissant. « As-tu mal dormi ?»« Un peu, ai-je menti, évitant son regard perçant. En réalité, je n'avais pas dormi du tout. J'avais passé toute la nuit à penser à la proposition de Jean-Luc, aux menaces de Béatrice, à l'avenir qui s'étendait devant moi comme un abîme rempli de possibilités terrifiantes. « Peut-être devrais-tu consulter un médecin quand nous rentrerons à Genève ?» a-t-elle suggéré, mais il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait suspecter que CE n'était pas une suggestion anodine. Je connais un excellent psychiatre spécialisé dans les troubles de l'identité. Troubles de l'identité. Les mots sont tombés entre nous comme des grenades. Elle ne suggérait pas une thérapie, elle menaçait de faire classer ma sexualité comme une maladie mentale. Je ne pense pas que CE soit nécessaire, ai-je répondu, essayant de garder une voix stable. Ah, mais je pense que si. Ses yeux marrons se sont durcis. Tu montres des signes de confusion très inquiétants ces derniers temps. Comportements erratiques, sautes d'humeur, manque d'intérêt pour notre vie conjugale. Le docteur Zimmerman pourrait t'aider à te réorienter. Te réorienter. Une thérapie de conversion déguisée en traitement médical. En Suisse, où son argent et SES relations pourraient rendre n'importe quel diagnostic légitime. Béatrice, je pense que tu exagères. Vraiment ? M'a-t-elle interrompu, se penchant en avant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Parce que hier soir, j'ai reçu un appel très intéressant du directeur de l'hôtel. Il semble que mon mari a été vu au bar très tard, ayant CE qui semblait être une conversation très intime avec un autre homme. Mon sang s'est glacé. Tu me fais suivre. Je protège mon investissement, a-t-elle répondu froidement. Thomas, laisse-moi t'expliquer exactement CE qui va se passer maintenant. Nous rentrons à Genève aujourd'hui. Tu vas renvoyer Jean-Luc Moreau immédiatement, avec une bonne référence et une indemnité généreuse bien sûr. Et ensuite, tu commenceras une thérapie avec le docteur Zimmerman. Et si je refuse ? Son sourire est devenu véritablement terrifiant. Alors tu découvriras CE qui est arrivé à Marco quand il a essayé de me défier. Savais-tu qu'il a maintenant un casier judiciaire pour fraude financière ? Bien sûr, les accusations étaient entièrement fabriquées, mais ça n'a pas eu d'importance quand il a tout perdu et a dû fuir la Suisse comme un fugitif. Tu ne peux pas faire ça. Vraiment ? Elle a ri doucement. Cher Thomas, je contrôle des comptes bancaires à ton nom. J'ai accès à tous tes documents légaux, et je suis la seule raison pour laquelle tu as un statut légal dans CE pays. Je pourrais faire croire que tu me voles depuis des mois. Je pourrais faire croire que tu vends des secrets d'entreprise. Je pourrais te ruiner si complètement que même ton cher pilote ne voudrait plus rien avoir à faire avec toi. Chaque mot était prononcé avec un calme diabolique qui m'a fait comprendre qu'elle ne bluffait pas. Cette femme avait détruit un homme auparavant, et elle était parfaitement prête à recommencer. Tu as jusqu'à CE soir pour décider, a-t-elle continué, sortant une enveloppe de son sac et la posant sur la table. Voici les documents pour renvoyer Moreau et un engagement signé pour commencer la thérapie immédiatement. Signe-les, et nous pourrons continuer notre mariage comme si rien de tout cela n'était arrivé. Refuse, et demain matin, tu seras arrêté pour de multiples chefs d'accusation, financiers qui te garderont en prison pendant des années. J'ai regardé l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Et Jean-Luc ? Oh, lui aussi aura SES propres problèmes légaux. Il s'avère que j'ai découvert des irrégularités très inquiétantes dans SES registre de volume, falsification de documents, violation de la sécurité aérienne, possible trafic illégal. Assez pour qu'il perde définitivement sa licence de pilote et fasse face à des accusations criminelles dans 3 pays. Il n'a rien fait de tout ça. Bien sûr que non, a-t-elle haussé les épaules. Mais il lui sera très difficile de le prouver depuis une cellule de prison. Je suis resté assis là, sentant comme si le monde entier s'effondrait autour de moi. Cette femme n'était pas seulement contrôlante ou manipulatrice, elle était véritablement sociopathe. Et j'avais été si naïf, si désespéré d'échapper à ma pauvreté, que je m'étais volontairement jeté dans les griffes d'un monstre. Je vois que tu commences à comprendre la gravité de ta situation, a-t-elle murmuré, satisfaite de mon horreur visible. Thomas, ne te méprends pas, je t'apprécie. Tu as été une excellente acquisition, et j'ai aimé te façonner en l'homme dont j'avais besoin que tu sois. Mais je ne tolérerai pas la déloyauté, je ne tolérerai pas la trahison, et je ne tolérerai certainement pas que tu m'embarrasses publiquement avec ta confusion sexuelle. Ce n'est pas de la confusion, ai-je murmuré, trouvant ma voix pour la première fois dans cette conversation. C'est de l'amour.
Ses yeux se sont transformés en éclats de glace. L'amour est un luxe que tu ne peux pas te permettre, Thomas. Pas quand tout CE que tu as dépend de moi. Elle s'est levée de la table, laissant l'enveloppe maudite devant moi. On se voit à l'aéroport à 6 heures. J'attends ta réponse d'ici là. Après son départ, je suis resté assis dans CE restaurant élégant, entouré de touristes heureux et de couples amoureux, me sentant plus seul que je ne l'avais jamais été depuis mes jours à l'orphelinat. La différence était qu'à l'époque, j'avais l'espoir que les choses s'amélioreraient un jour. Maintenant, il semblait que chaque chemin menait à la destruction. J'ai appelé Jean-Luc depuis les toilettes du restaurant, essayant de garder ma voix basse mais désespérée. « Thomas, Dieu merci !» Sa voix semblait soulagée lorsqu'il a répondu. « J'ai essayé de te contacter toute la matinée. Nous avons des problèmes. Je sais, Béatrice m'a... » « Non, écoute-moi, » m'a-t-il interrompu avec urgence. « J'ai reçu des appels depuis 6 heures ce matin. L'autorité de l'aviation suisse enquête sur de prétendues irrégularités dans mes registres. Ma banque a gelé mes comptes pour activités suspectes. Et je viens de recevoir une citation à comparaître devant un tribunal à Genève pour prétendue fraude documentaire. Mon cœur s'est effondré. Mon Dieu, Jean-Luc. Elle a déjà commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Que se passe-t-il? Je lui ai rapidement raconté ma confrontation avec Béatrice, SOS menace, l'ultimatum qu'elle m'avait donné. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. Merde, a-t-il finalement murmuré. J'ai sous-estimé à quelle vitesse elle pouvait agir. Thomas, c'est pire que CE que je pensais. Qu'allons-nous faire? Nous devons partir. Maintenant. Pas CE soir. Pas demain. Maintenant. Mais comment? Elle me surveille. Elle me fait probablement suivre. Et toi, tu as tous CES problèmes légaux. Les problèmes légaux sont fabriqués, m'a-t-il interrompu. Ils ne tiendront pas si je ne suis pas là pour être poursuivi. Thomas, est-ce que tu me fais confiance? Oui, ai-je répondu sans hésiter. Alors écoute-moi attentivement. Dans 1 heure, marche jusqu'au Pont Neuf. Il y a un petit café appelé le Procope dans la rue de l'Ancienne Comédie, à 2 pâtés de Maison du Pont. Assieds-toi en terrasse et commande un café. Ne prends rien avec toi, rien qui puisse être tracé. Tu comprends? Jean-Luc, ça semble insensé. Mon amour, sa voix s'est adoucie et ce mot en français a fait battre mon cœur malgré la terreur. Dans 1 heure, tu vas devoir choisir entre une vie de prison, littérale ou figurative, ou sauter dans le vide avec moi. Je ne peux pas te promettre que CE sera facile, mais je peux te promettre que CE sera libre. Et si elle nous trouve? Alors nous affronterons les conséquences ensemble. Mais Thomas, si nous ne faisons pas ça maintenant, si nous la laissons nous séparer, nous n'aurons jamais une autre chance. Elle s'en assurera. Il avait raison. Béatrice avait été très claire. C'était ma dernière chance de me soumettre à son contrôle. Si je signais CES papier, si je renvoyais Jean-Luc et commençais cette thérapie de conversion, je deviendrais son prisonnier permanent. Je pourrais vivre confortablement, mais je ne vivrais plus vraiment. Pont-Neuf dans 1 heure, 1 heure. Je t'aime, Thomas. Je t'aime aussi. Après avoir raccroché, je me suis regardé dans le miroir des toilettes. L'homme qui me rendait mon regard semblait terrifié mais déterminé. Toute ma vie, j'avais pris la voie la plus sûre, celle qui garantissait la survie plutôt que le bonheur. J'avais accepté la charité de l'orphelinat, travaillé dans des emplois que je détestais, épousé une femme que je n'aimais pas. Tout cela pour la sécurité, la stabilité, l'illusion de contrôler mon destin. Mais maintenant, pour la première fois, j'avais la chance de choisir l'amour plutôt que la peur, et cette chance était à 1 heure de distance. Je suis sorti du restaurant et j'ai commencé à marcher dans les rues de Paris, mon esprit s'emballant avec toutes les choses qui pourraient se mal tourner. Béatrice pourrait m'avoir fait surveiller, elle pourrait attendre précisément ce genre de mouvement. Jean-Luc pourrait aussi être surveillé. Nous pourrions être arrêtés avant même d'atteindre le café. Mais d'un autre côté, nous pourrions nous échapper. Nous pourrions trouver un moyen d'être ensemble, de construire une vie basée sur un amour véritable, plutôt que sur des transactions financières. Pour la première fois de ma vie, je pourrais être totalement honnête sur qui j'étais et ce que je voulais. Que, en marchant sur les pavés, passant devant des touristes prenant des photos et des amoureux s'embrassant sur les ponts, j'ai réalisé que j'avais déjà pris ma décision. Je l'avais prise la nuit où Jean-Luc et moi nous étions embrassés dans CE hangar. Je l'avais prise chaque fois que j'avais choisi ce bras, plutôt que le lit froid que je partageais avec Béatrice. L'amour était une force plus puissante que la peur, plus forte que la sécurité, plus importante que l'argent. Et pour la première fois de ma vie, j'allais agir en fonction de cette vérité. Le Pont-Neuf était à 20 minutes. Dans 20 minutes, je changerais le cours de ma vie pour toujours. En marchant vers ma destination, j'ai sorti mon téléphone et supprimé tous les contacts, tous les messages, toute trace de ma vie précédente. Si nous allions faire ça, nous le ferions complètement. Thomas Mitchell, l'orphelin désespéré qui s'était vendu pour la sécurité financière, allait mourir à Paris cet après-midi-là.
Et de l'autre côté de cette mort, j'espérais qu'émergerait quelqu'un capable de vivre authentiquement, d'aimer librement et d'être véritablement heureux. Il restait 15 minutes avant d'arriver au café quand mon téléphone a sonné. C'était Béatrice. « Thomas, où es-tu? Nous sommes censés déjeuner ensemble. Je me promène, » ai-je répondu surpris de la calme de ma voix. J'avais besoin d'air frais. Retourne à l'hôtel immédiatement. Nous avons changé nos plans. Nous partons pour Genève dans 2 heures. Béatrice, ce n'est pas une demande, Thomas. C'est un ordre. La ligne a été coupée. Elle savait. Elle avait détecté quelque chose dans mon comportement, ou peut-être avait-elle des espions qui me surveillaient, ou peut-être ces instincts de prédatrice avaient senti que quelque chose avait changé. J'ai regardé devant moi, où je pouvais voir le pont Neuf au loin, puis derrière moi où je savais qu'une vie de prison dorée m'attendait. J'ai commencé à courir, parce que j'avais appris quelque chose de fondamental dans ces dernières minutes. Certaines décisions ne peuvent pas être reportées, certaines opportunités n'attendent pas que vous soyez prêt, et parfois, il faut sauter dans l'inconnu avec rien d'autre que la foi que quelqu'un vous attendra de l'autre côté. Jean-Luc était assis à la terrasse du café, exactement là où il avait dit qu'il serait, avec une tasse de café intacte devant lui et 2 petites valises à pieds. Quand il m'a vu courir vers lui, il s'est levé immédiatement, un mélange de soulagement et d'urgence dans les yeux. « Tout est prêt ?» ai-je demandé, essoufflé par la course et la panique. « Tout », a-t-il répondu, prenant ma main. « Es-tu sûr de ça, Thomas? Une fois qu'on franchit cette ligne, il n'y a pas de retour en arrière. » J'ai regardé ses yeux bleus, si pleins d'amour et de détermination, et j'ai su que j'étais plus sûr de ça que de n'importe quoi dans ma vie. « Je suis sûr, » lui ai-je dit. « Allons à la maison. » Parce que j'avais compris quelque chose de crucial. La maison n'était pas un endroit où l'on vivait confortablement. La maison était là où l'on pouvait être totalement soi-même. Et ma maison était là où il était. Ceux qui a suivi furent les 6 heures les plus intenses et terrifiantes de ma vie. Jean-Luc avait tout organisé avec une précision, révélant des années d'expérience militaire, des documents falsifiés, de multiples itinéraires d'évasion, des contacts dans des pays où les lois d'extradition étaient plus souples. Mais même avec toute sa préparation, nous avions sous-estimé la rapidité avec laquelle Béatrice pouvait mobiliser son empire financier pour nous traquer. Nous sommes arrivés à l'aéroport d'Orly en utilisant des identités temporaires que Jean-Luc avait obtenues grâce à des contacts de SES Jour dans l'armée française. Notre destination était Buenos Aires, d'où nous comptions disparaître dans les montagnes argentines jusqu'à CE, que nous puissions établir de nouvelles identités. Une fois que nous serons dans cet avion, m'a dit Jean-Luc alors que nous attendions dans un café de l'aéroport, observant nerveusement chaque visage qui passait, nous serons officiellement des fugitifs. Il n'y aura pas de retour en arrière, Thomas. Il n'y a déjà plus de retour en arrière, ai-je répondu surpris par le calme de ma propre voix. Béatrice s'en est assurée quand elle m'a menacé ce matin. Il a pris ma main par-dessus la table, un geste risqué en public mais nécessaire. « Je t'aime tellement que ça fait mal », a-t-il murmuré, « et je déteste que tu doives traverser ça à cause de moi. » « Ce n'est pas à cause de toi, » ai-je répondu fermement. « C'est à cause de moi pour avoir été si lâche pendant si longtemps, pour avoir choisi la sécurité plutôt que le bonheur, pour avoir vécu un mensonge pendant des années. » Notre volume a été appelé, et alors que nous marchions vers la porte d'embarquement, mon téléphone a vibré avec des messages de Béatrice. Je les ai ignorés, mais Jean-Luc m'a suggéré de les lire pour savoir à quel point elle était proche de nous trouver. Le premier message était typiquement contrôlant. « Thomas, reviens immédiatement. Nous pouvons encore résoudre ça de manière civilisée. » Le deuxième montrait une escalade. « J'ai contacté Interpol. Ton passeport sera signalé dans l'heure. » Le troisième m'a glacé le sang. « J'ai trouvé les lettres que tu cachais dans ton placard. Celles adressées au futur Thomas Libre. » Pathétique. Je te donne une dernière chance avant de te détruire complètement. Jean-Luc a lu les messages par-dessus mon épaule, et son visage s'est assombri. Quelles lettres? Je lui ai expliqué mon rituel secret d'écrire des lettres à la version de moi-même que j'espérais devenir un jour, des lettres pleines de mes espoirs les plus intimes et de mes peurs les plus profondes. « Elle peut les utiliser contre toi », a murmuré Jean-Luc, « comme preuve de préméditation que tu planifiais de frauder le mariage dès le début. Mais CE n'est pas vrai. La vérité n'a pas d'importance si elle peut la faire paraître crédible. » Alors que nous embarquions dans l'avion, un officier de la police aéroportuaire s'est approché de nous. Mon cœur a failli s'arrêter, mais il n'a fait que vérifier nos passeports falsifiés de manière routinière et nous a laissé passer. Cependant, je pouvais voir que Jean-Luc se crispait, ses instincts militaires détectant un danger que je ne pouvais pas percevoir. « Quelque chose ne va pas », a-t-il murmuré alors que nous trouvions nos sièges. C'était trop facile. Il avait raison. 10 minutes après le décollage, le commandant a annoncé qu'en raison de problèmes techniques inattendus, nous devions retourner à Paris immédiatement.
Mon estomac s'est noué. Béatrice avait trouvé un moyen d'arrêter le volume. « Prépare-toi » a chuchoté Jean-Luc, mais sa voix semblait différente, vaincue d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Quand nous avons atterri, une escorte policière nous attendait sur le tarmac. Ceux n'étaient pas des policiers français ordinaires. C'étaient des officiers spécialisés dans les crimes financiers internationaux. C'est eux qui signifiaient que Béatrice avait réussi à faire passer notre tentative d'évasion pour une partie d'un réseau criminel plus vaste. « Messieurs Mitchell et Moreau, a dit l'officier responsable en anglais avec un fort accent français, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude financière internationale, falsification de documents et violation d'ordonnances restrictives. Ordonnances restrictives. Béatrice avait réussi à faire signer des ordonnances restrictives contre nous par un juge, probablement en alléguant des menaces ou du harcèlement. C'était brillamment diabolique. Non seulement cela nous transformait en criminels, mais cela rendait tout contact futur entre nous automatiquement illégal. Alors qu'on nous passait les menottes, Jean-Luc m'a regardé avec des yeux pleins de douleur et de frustration. « Je suis désolé, mon amour », a-t-il chuchoté. « I'm so sorry ». Ils nous ont séparés immédiatement. On m'a emmené dans une salle d'interrogatoire où j'ai attendu des heures avant qu'un avocat, clairement à la solde de Béatrice, n'apparaisse. C'était un homme plus âgé, impeccablement vêtu, avec le sourire condescendant de quelqu'un habitué à nettoyer les dégâts légaux. « Monsieur Mitchell », a-t-il commencé, ouvrant un dossier rempli de documents. « Je m'appelle avocat Dubois. Aucune relation familiale avec votre épouse, bien sûr. Je suis ici pour vous expliquer votre situation légale et les options disponibles. Où est Jean-Luc ? Monsieur Moreau est poursuivi pour des chefs d'accusation séparés. Sa situation est considérablement plus compliquée que la vôtre. » Son sourire s'est élargi. « Voyez-vous, nous avons découvert des preuves qu'il planifiait cet épisode depuis très longtemps. Des années, en fait. Mon sang s'est glacé. Ce n'est pas vrai. Vraiment ? Il a sorti une série de photographies et les a étalées sur la table. C'étaient des photos de Jean-Luc et moi dans divers aéroports, cafés, pendant des vols. Certaines dataient de plusieurs mois. Celles-ci ont été prises par des enquêteurs privés engagés par Madame Dubois. Elles documentent un schéma clair de séduction préméditée et de manipulation. J'ai étudié les photos avec une horreur croissante. Hors contexte, nos conversations intimes ressemblaient à des rencontres clandestines planifiées. Nos regards pleins d'amour semblaient être une conspiration criminelle. Mais c'est eux n'est pas c'est eux que ça semble être, ai-je protesté faiblement. Peu importe c'est eux que c'est vraiment, a répondu l'avocat froidement. C'est eux qui comptent, c'est eux que nous pouvons faire croire en cours. Et c'est eux que nous pouvons faire croire, c'est que vous avez été victime d'une escroquerie élaborée, conçue pour vous séparer de votre épouse légitime et de sa fortune. Victime. Ah oui, voyez-vous, Madame Dubois est prête à être très généreuse. Elle reconnaît que vous avez été manipulé par un prédateur professionnel. Monsieur Moreau a un passé après tout. Son ex-femme en France, plusieurs hommes mariés en Italie, cette malheureuse affaire en Espagne qui s'est terminée par un suicide. Vous mentez, ai-je murmuré, mais quelque chose de glacé s'est installé dans mon estomac. Vraiment, il a sorti d'autres documents. Tout est documenté, monsieur Mitchell. Jean-Luc Moreau est un escroc professionnel spécialisé dans la séduction d'hommes mariés vulnérables. Son modus operandi est toujours le même. Il s'infiltre dans leur vie en tant qu'employé, gagne leur confiance, exploite leur confusion sexuelle, et ensuite les convainc de voler leurs épouses avant de disparaître avec l'argent. C'est impossible. Il m'aime. L'avocat a ri, un rire froid et cruel. Monsieur Mitchell, pensez-vous vraiment que vous êtes spécial, que vous êtes le seul homme marié à s'être amouraché de cet escroc charmeur? Il a sorti un enregistrement audio et a appuyé sur play. C'était la voix de Jean-Luc, mais parlant avec quelqu'un d'autre en français. Bien que mon français soit limité, j'ai compris assez pour que mon estomac se retourne. L'Irlandais est complètement accro, disait la voix qui ressemblait exactement à celle de Jean-Luc. Ce sera facile de le convaincre de voler les comptes de sa femme. Il est désespéré d'amour, comme tous les autres. Cet enregistrement est-il authentique ? Ai-je demandé, bien que ma voix semblait creuse même à mes propres oreilles. Complètement authentique. Enregistré il y a 3 semaines par un enquêteur qui s'est fait passer pour un acheteur potentiel d'informations sur les comptes bancaires de Madame Dubois. Le monde s'est complètement effondré autour de moi. Tous ces eux en quoi j'avais cru, tous ces eux pourquoi j'avais risqué ma vie, n'étaient qu'un mensonge élaboré. Jean-Luc ne m'aimait pas. J'étais juste une autre cible sur sa liste de victimes réussies. Bien sûr, a continué l'avocat, voyant ma dévastation, Madame Dubois est prête à tout oublier. Les accusations contre vous peuvent être abandonnées. Votre mariage peut continuer comme si rien ne s'était passé, et nous pouvons vous assurer le meilleur traitement médical pour vous aider à surmonter le traumatisme d'avoir été manipulé si cruellement. Traitement médical.
Une thérapie de conversion déguisée en traitement pour les victimes de traumatisme. Et Jean-Luc? Eh bien, ces crimes sont beaucoup plus graves. Fraude internationale, manipulation psychologique, falsification de documents. Il sera en prison pendant de nombreuses années. Bien sûr, si vous coopérez pleinement et témoignez sur la manière dont il vous a manipulé, nous pourrions envisager une peine plus légère. Je suis resté assis là, complètement brisé. Tout ce en quoi j'avais cru concernant l'amour, l'authenticité, le fait de trouver enfin quelqu'un qui me comprenait, n'était qu'une illusion. Pire encore, c'était une illusion conçue spécifiquement pour exploiter mes vulnérabilités les plus profondes. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je réussi à dire. Bien sûr, l'avocat a rangé ces documents avec une satisfaction évidente. Mais pas trop longtemps. Madame Dubois n'est pas connue pour sa patience infinie. Après son départ, je suis resté seul dans cette salle d'interrogatoire froide, me sentant plus vide et trompé que je ne l'avais jamais été. Tous ces pourquoi j'avais lutté, tous ces que j'avais risqués, étaient basés sur des mensonges. Jean-Luc n'était pas l'homme honorable amoureux de moi. C'était un escroc professionnel qui avait vu en moi une opportunité facile. Mais alors que j'étais assis là dans ma misère, quelque chose a commencé à me titiller au fond de mon esprit. Quelque chose dans cet enregistrement ne sonnait pas juste. La voix était correcte, mais les mots, Jean-Luc ne parlait jamais de manière aussi méprisante des gens, et certains détails sur son prétendu passé criminel ne correspondaient pas à ces qu'il m'avait raconté de son passé. Était-il possible que Béatrice ait fabriqué tout cela de manière aussi convaincante qu'elle avait fabriqué les accusations criminelles contre nous? Cette petite graine de doute a commencé à grandir. Si elle était capable d'arrêter un volume international, d'obtenir de fausses ordonnances restrictives, de mobiliser des enquêteurs privés dans plusieurs pays, ne serait-elle pas aussi capable de fabriquer des enregistrements et des documents falsifiés? Mon téléphone, qu'il n'avait miraculeusement pas encore confisqué, a vibré avec un message. C'était d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Thomas, c'est Marco Santini. Jean-Luc m'a contacté avant d'être arrêté. Tous ces qu'il te montrent est faux. Béatrice a fait la même chose avec moi. Ne te rends pas. La vérité compte. Un autre message suivait. Regarde dans ta poche gauche. Jean-Luc a glissé quelque chose dedans pendant l'arrestation. Avec des mains tremblantes, j'ai fouillé ma poche et trouvé une petite clé USB qui n'était pas là auparavant. Jean-Luc avait dû la glisser là-dedans quand on nous a menottés, un mouvement si subtil que je ne l'avais même pas remarqué. Il n'y avait pas d'ordinateur dans la salle d'interrogatoire, mais j'avais mon téléphone. Avec le bon adaptateur, je pourrais accéder au contenu de la clé. Sur mon téléphone, j'avais un adaptateur universel que j'avais acheté des mois auparavant. C'est que j'ai trouvé sur cette clé USB a tout changé. C'était des enregistrements audio, des centaines, de conversations entre Béatrice et divers avocats, enquêteurs privés et fonctionnaires corrompus. On pouvait y entendre clairement comment elle avait orchestré tout cela. Les faux enregistrements de Jean-Luc, les documents criminels fabriqués, même le plan pour utiliser mes lettres personnelles comme preuve de fraude préméditée. Mais c'est eux qui étaient le plus choquant. C'était une conversation où elle discutait explicitement de la manière dont elle avait détruit Marco Santini en utilisant exactement les mêmes méthodes, et comment elle prévoyait de faire de même avec moi si je ne me soumettais pas complètement. L'Irlandais est plus résistant que je ne l'attendais, disait sa voix froide dans l'un des enregistrements. Mais ils finissent tous par craquer. Il suffit de trouver la bonne pression. Le pilote était brillant, vraiment, parfait pour faire croire à Thomas qu'il est capable d'un amour véritable avant de détruire cette illusion complètement. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Jean-Luc n'était pas l'escroc. C'était Béatrice qui avait tout orchestré, qui avait utilisé son amour véritable pour moi comme une arme contre nous deux. Dans le dernier enregistrement, daté de seulement 3 jours auparavant, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait comprendre toute l'ampleur de sa malveillance. S'il aime vraiment le pilote, tant mieux, disait-elle à quelqu'un que je ne pouvais pas identifier. L'amour véritable est beaucoup plus facile à exploiter que l'amour faux. Il brise plus complètement quand on le détruit. Elle avait su dès le début que les sentiments de Jean-Luc pour moi étaient authentiques, et elle avait prévu d'utiliser cette authenticité pour nous torturer tous les deux de la manière la plus cruelle possible. Pour la première fois en des heures, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. J'ai ressenti de la rage, une fureur ardente et purificatrice qui m'a rempli d'une détermination que je n'avais jamais connue auparavant. Béatrice pensait qu'elle m'avait complètement brisé, qu'elle avait détruit ma foi en l'amour véritable et en ma propre capacité de jugement. Elle pensait que je me rendrais, que je signerais n'importe quel document qu'elle mettrait devant moi, que je deviendrais son prisonnier reconnaissant pour toujours. Elle avait tort. J'avais des preuves réelles de sa manipulation, et j'avais quelque chose de plus important. J'avais la vérité. Jean-Luc m'aimait vraiment, je l'aimais vraiment, et aucune somme d'argent ou de pouvoir n'allait changer cela. Il était temps de se battre.
Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui touche le cœur. Ce qui a suivi fut la bataille juridique la plus intense de ma vie, mais pour la première fois, je ne me battais pas seul. Marco Santini était venu d'Italie avec des documents prouvant le schéma d'abus de Béatrice, et il avait mis en contact d'autres hommes qui avaient été victimes de femmes puissantes utilisant des tactiques similaires. Jean-Luc, depuis sa cellule, avait réussi à contacter un journaliste d'investigation français spécialisé dans l'exposition de la corruption parmi l'élite européenne. La clé USB que Jean-Luc avait réussi à glisser dans ma poche contenait non seulement les enregistrements incriminants, mais aussi des copies de documents financiers montrant comment Béatrice avait utilisé des fonds d'entreprise pour payer des pots de vin à des fonctionnaires, fabriquer des preuves et financer des campagnes de destruction personnelle contre quiconque la défiait. C'est assez pour la couler, m'a dit la nouvelle avocate que Marco avait trouvée, une femme brillante nommée Maître Catherine Rousseau, spécialisée dans les cas d'abus financiers et émotionnels. Mais nous devons agir vite. Chaque jour qui passe, elle utilise son influence pour rendre les accusations contre vous plus légitimes. Le plan était risqué mais direct. Nous allions rendre publics tous les enregistrements simultanément, en France, en Suisse et en Italie, tout en déposant une plainte massive pour manipulation, fraude et abus psychologiques. Le journaliste publierait l'histoire complète en même temps, exposant non seulement que Béatrice m'avait fait, mais son schéma de destruction de vie d'homme vulnérable depuis des décennies. Mais qu'en est-il de Jean-Luc? Ai-je demandé. Il était toujours en prison et bien que les accusations contre lui soient fabriquées, les démanteler prendrait du temps que nous n'avions peut-être pas. C'est la partie la plus délicate, a admis Maître Rousseau. Nous devons obtenir sa libération pour qu'il puisse témoigner, mais la seule façon d'y parvenir est de prouver que Béatrice a commis un parjure lorsqu'elle a déposé les accusations initiales. Et comment faisons-nous ça? Marco a souri pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés. Avec ça, a-t-il dit, sortant son propre téléphone. Pendant toutes les années où j'étais marié à une femme comme Béatrice, j'ai appris à tout enregistrer secrètement. C'était la seule façon de garder ma santé mentale, de me rappeler que je n'étais pas fou quand elle essayait de me faire douter de ma propre réalité. Il m'a montré des dizaines d'enregistrements de Béatrice datant de 5 ans, où elle admettait explicitement ses plans pour détruire Marco, utilisant exactement les mêmes méthodes qu'avec moi. Plus important encore, il y avait des enregistrements d'elle discutant de la fabrication de fausses preuves et du paiement de pots de vin à des fonctionnaires. « Pourquoi n'as-tu pas utilisé ça avant » lui ai-je demandé. Son visage s'est assombri. Parce que j'étais trop brisé, trop effrayé. Elle m'avait convaincu que personne ne me croirait, qu'elle était trop puissante pour être touchée. Il m'a fallu des années pour retrouver assez d'estime de moi pour croire que ma vérité comptait. Cette nuit-là, nous avons coordonné notre attaque depuis 3 pays différents. À 6 heures du matin, heure de Paris, les enregistrements ont été livrés simultanément aux autorités françaises, suisses et italiennes. À 6h30, l'article du journaliste a été publié dans Le Monde avec le titre « La prédatrice de Genève. Comment une héritière pharmaceutique détruit des vies pour le sport ». À 7h, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels de médias internationaux. À 7h15, Jean-Luc a été libéré de prison lorsque les accusations contre lui ont été officiellement abandonnées. Et à 8h, Béatrice a été arrêtée dans son bureau à Genève pour de multiples chefs d'accusation de fraude, parjure et corruption. Quand Jean-Luc est sorti de prison, j'ai couru vers lui comme si ma vie en dépendait. Ses bras se sont refermés autour de moi avec une désespérance qui égalait la mienne. Et pour la première fois en des jours, j'ai pu respirer vraiment. J'ai cru que je t'avais perdu pour toujours. Ai-je murmuré contre son cou, inhalant son odeur familière qui m'avait tant manqué. Jamais, a-t-il murmuré, ses lèvres contre mes cheveux. Même si j'avais passé des décennies en prison, je ne t'aurais jamais vraiment perdu. L'amour que je ressens pour toi ne peut pas être emprisonné. Les jours qui ont suivi furent un tourbillon de médias, de procédures judiciaires et de révélations choquantes. Il s'est avéré que Béatrice avait opéré CE, qui était essentiellement un réseau de trafic émotionnel pendant près d'une décennie. Marco et moi n'étions que 2 d'au moins 8 hommes qu'elle avait manipulés et abusés systématiquement. Le cas est devenu international lorsque d'autres hommes, inspirés par notre courage de parler publiquement, ont commencé à se manifester avec leurs propres histoires. Un peintre en Espagne, un musicien en Autriche, un écrivain en Belgique, tous avaient été victimes du même schéma de séduction, de contrôle et de destruction. Ce qui me semble le plus choquant, m'a dit le journaliste lors d'une interview de suivi, c'est comment elle parvenait à convaincre ces hommes que le problème venait d'eux, qu'ils méritaient l'abus parce qu'ils avaient trahi leur mariage. Il avait raison. Même maintenant, une partie de moi luttait avec des sentiments de culpabilité.
Avais-je vraiment trahi mon mariage en tombant amoureux de Jean-Luc? Étais-je moralement responsable du chaos qui avait suivi? Thomas, m'a dit maître Rousseau lors d'une de nos réunions, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. On ne peut pas trahir quelque chose qui n'a jamais été réel. Ton mariage avec Béatrice n'était pas un mariage. C'était une transaction commerciale déguisée en romance. Elle ne t'aimait pas. Elle te possédait. Tu n'étais pas son mari. Tu étais sa dernière acquisition. Mais j'ai choisi de l'épouser. Personne ne m'y a forcé. Vraiment choisi? M'a-t-elle défié? Ou as-tu été manipulé par quelqu'un qui comprenait exactement quelle vulnérabilité exploiter chez un jeune homme désespéré par la sécurité et l'acceptation? Plus je réfléchissais à cette question, plus je réalisais qu'elle avait raison. Béatrice avait étudié mon histoire, identifié mes insécurités les plus profondes et conçu son approche pour exploiter précisément ces faiblesses. Ce n'était pas de l'amour, c'était une prédation psychologique sophistiquée. 3 mois plus tard, Jean-Luc et moi étions assis dans une petite cafétéria à Buenos Aires, la destination originale que nous n'avions jamais atteinte. Béatrice avait été condamnée à 12 ans de prison pour de multiples chefs d'accusation, et son empire pharmaceutique faisait l'objet d'enquêtes par les autorités de 6 pays. L'argent qu'elle avait utilisé pour contrôler ma vie avait été gelé, comme preuve, mais pour la première fois, cela ne m'effrayait pas. « Regrettes-tu quelque chose ?» m'a demandé Jean-Luc alors que nous regardions le coucher du soleil depuis la terrasse du café. J'y ai réfléchi soigneusement. Les derniers mois avaient été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus authentiques. Pour la première fois, je vivais pleinement comme moi-même, sans masque, sans prétention, sans peur d'être jugé ou rejeté. Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour être honnête avec moi-même, lui ai-je dit enfin. Je regrette les années que j'ai perdues, à prétendre être quelqu'un que je n'étais pas, mais je ne regrette pas de t'avoir aimé, même en sachant toute la douleur qui a suivi. Et l'argent? La sécurité que tu as perdue? J'ai souri, ressentant une paix que je n'avais jamais connue pendant mes jours en tant qu'époux riche de Béatrice. La vraie sécurité ne vient pas de l'argent, Jean-Luc. Elle vient du fait de savoir qui tu es vraiment et d'être aimé pour cette personne authentique. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment en sécurité. Il a pris ma main par-dessus la table, ce doigt s'entrelaçant avec les miens. Alors, que faisons-nous maintenant? Maintenant, nous vivons, ai-je répondu simplement. Nous construisons quelque chose de réel, ensemble. Peut-être que nous n'avons pas des millions, mais nous avons quelque chose que Béatrice n'a jamais pu acheter avec tout son argent, un amour véritable. Jean-Luc avait trouvé un emploi comme pilote d'urgence médicale en Argentine, utilisant ses compétences pour sauver des vies, plutôt que pour transporter des gens riches à des réunions d'affaires. J'avais commencé à écrire, utilisant enfin mon expérience pour aider d'autres hommes victimes d'abus psychologiques similaires. Mon premier article, intitulé « Lettres au futur moi, comment j'ai échappé à une prison dorée », avait été publié dans plusieurs magazines internationaux et avait généré des centaines de réponses d'hommes qui se reconnaissaient dans mon histoire. C'est étrange, ai-je dit à Jean-Luc une nuit alors que je travaillais sur mon 2e article, mais j'ai l'impression de faire enfin CE que je suis censé faire de ma vie, pas CE que quelqu'un d'autre veut que je fasse, mais CE que mon cœur me dit être juste. C'est le pouvoir de vivre authentiquement, a-t-il répondu, embrassant mon épaule tout en lisant par-dessus mon écriture. Quand tu cesses de dépenser de l'énergie à maintenir une façade, tu as beaucoup plus d'énergie disponible pour créer quelque chose de significatif. 6 mois plus tard, nous avons appris que Béatrice avait tenté de se suicider en prison. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni satisfaction. Seulement une profonde tristesse pour une femme qui avait eu tant de pouvoir et de ressources, mais qui avait choisi d'utiliser tout cela pour causer de la douleur plutôt que pour créer quelque chose de beau. Penses-tu qu'elle a jamais été vraiment heureuse? Ai-je demandé à Jean-Luc après avoir raccroché avec maître Rousseau. Je ne sais pas, a-t-il répondu pensivement, mais je pense que le vrai bonheur exige de la vulnérabilité, et elle ne s'est jamais permis d'être vulnérable. Elle devait toujours être en contrôle, toujours être la prédatrice, plutôt que de se permettre d'être simplement humaine. Elle me fait pitié, ai-je admis, surpris par ma propre compassion pour la femme qui avait essayé de détruire ma vie. Ça dit quelque chose de beau sur qui tu es vraiment, Thomas. Après tout, c'est eux qu'elle t'a fait, tu peux encore trouver de la compassion pour sa souffrance. 1 an après notre arrivée en Argentine, Jean-Luc m'a surpris avec une demande en mariage. CE n'était pas dans un restaurant chic ou avec une bague coûteuse. C'était dans notre petite cuisine alors que nous préparions le petit déjeuner ensemble, quelque chose que nous avions commencé à faire chaque matin comme un rituel d'intimité domestique. Thomas, m'a-t-il dit, se tournant depuis la cuisinière avec une expression sérieuse, je veux passer le reste de ma vie avec toi, pas parce que j'ai besoin de sécurité financière ou de statut social, mais parce que tu es la personne avec qui je veux vieillir, la personne avec qui je veux affronter tous les défis que la vie nous présentera.
Est-ce une demande en mariage? Ai-je demandé, mon cœur s'accélérant. Je te propose une vie, a-t-il répondu. Une vie véritable, construite sur un amour authentique et une honnêteté totale. Une vie où nous pouvons être pleinement nous-mêmes, où nous pouvons nous soutenir mutuellement à travers tout, où nous pouvons construire quelque chose de beau ensemble. Oui, ai-je répondu sans hésiter. Oui à tout ça. Notre mariage a été simple. Une petite cérémonie au tribunal local avec Marco comme témoin. Pas de robe de créateur, pas de fleurs coûteuses, pas de réception élaborée. Il y avait des larmes de joie, des promesses sincères et la profonde sensation que nous étions enfin là où nous étions censés être. Cette nuit-là, allongés dans notre lit conjugal dans notre petit appartement qui sentait le café et les livres plutôt que le parfum coûteux et le désinfectant, Jean-Luc m'a murmuré quelque chose qui était devenu notre rituel nocturne. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? D'avoir eu le courage de choisir l'amour plutôt que la peur? Ai-je répondu comme je l'avais fait tant de nuits auparavant. Et de quoi es-tu le plus reconnaissant? Que tu m'aimes exactement comme je suis, ai-je murmuré contre sa poitrine, sentant les battements réguliers de son cœur sous mon oreille. Maintenant, 2 ans après avoir échappé à ma prison dorée, je peux dire honnêtement que je suis plus heureux en vivant de salaire en salaire, avec l'homme que j'aime que je ne l'ai jamais été entouré de luxe sans amour. La véritable richesse ne se mesure pas en comptes bancaires ou en propriété. Elle se mesure à la profondeur des connexions que vous construisez, à l'authenticité avec laquelle vous vivez, et à la paix que vous ressentez lorsque vous vous couchez chaque nuit en sachant que vous n'avez pas à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Mon histoire avec Jean-Luc ne s'est pas terminée par un « ils vécurent heureux pour toujours » de conte de fées, car la vie réelle est plus compliquée que cela. Nous avons encore des défis, nous luttons encore parfois avec des insécurités, nous travaillons chaque jour pour maintenir notre connexion forte et honnête. Mais c'est eux que nous avons, c'est quelque chose que Béatrice n'a jamais pu comprendre. Un amour qui n'a pas besoin d'être acheté, contrôlé ou manipulé. Un amour qui existe simplement parce que 2 personnes ont choisi de se voir vraiment, de s'accepter complètement et de construire une vie ensemble sur cette fondation solide. J'écris CES mots pour tout homme qui lit ceci et reconnaît une partie de sa propre vie dans mon histoire. Si vous êtes dans une relation où vous sentez que vous devez être quelqu'un d'autre pour être accepté, où l'amour semble conditionnel à votre comportement, où vous vous sentez plus comme une possession que comme un partenaire, vous n'êtes pas fou. Votre instinct, qui vous dit que quelque chose ne va pas, c'est probablement juste. Et si vous luttez avec votre propre sexualité, remettant en question des sentiments que la société vous a dit que vous ne devriez pas avoir, vous êtes aussi en droit. L'amour véritable, sous quelque forme qu'il prenne, est toujours beau. Ce n'est jamais quelque chose dont il faut avoir honte. La plus grande liberté que vous pouvez vous offrir est la liberté d'être authentique. C'est terrifiant, oui. Cela peut vous coûter des choses que vous pensiez nécessaires. Mais au final, la personne qui émerge de l'autre côté de cette authenticité est quelqu'un qui peut être aimé véritablement. Non pas pour CE qu'il possède ou prétend être, mais pour CE qu'il est vraiment. Et ce genre d'amour vaut n'importe quel prix. Merci de m'avoir accompagné dans CE voyage émotionnel. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, merci de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui explorent la complexité de l'amour humain. Et dans les commentaires, merci de nous noter de 0 à 10 et de nous dire quelle partie de l'histoire vous a le plus touché. Vos retours sont très importants pour nous et nous aident à créer du contenu qui résonne vraiment avec nos lecteurs. Votre histoire compte, votre amour compte, et votre bonheur compte. Ne l'oubliez jamais.